Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du Nokia 7 Plus. Donc, ce test complet va surtout parler pour l'instant d'Android Oreo, mais il faut savoir qu'il y a actuellement en cours Android Pie qui est en train d'être déployé. Ça, c'est une excellente chose. Et HMD, donc il faut savoir que c'est HMD Nokia derrière, ça fait que 2 ans, mais ce qui est bien, c'est qu'au final, ils ont exactement fait ce qu'on attendait de Nokia sur Android et ce qu'on a toujours attendu, c'est-à-dire un Nokia sur Android avec l'icône Nokia, le suivi, etc. Et ça a été respecté. C'est mon premier Nokia en test. Je vais essayer aussi d'avoir derrière le Nokia 8 Sirocco qui m'intéresse aussi pour le coup, pour voir un petit peu plus dans le haut de gamme ce qui se passe. Mais clairement, ce milieu de gamme est très intéressant. Il faut savoir qu'il est aux alentours des 400 € sur la plupart des commerces, mais on peut le trouver chez Bouygues, donc sans abonnement ou quoi, hein. On peut l'acheter directement chez Bouygues à 320 €, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix, sans parler du test en lui-même, mais au niveau de la fiche technique. Il faut savoir qu'il tourne sur Android One. Android One qui permet en fait tout simplement d'avoir du Android stock, avec juste l'application photo qui est retouchée. C'est juste ça. Et le tout avec un suivi, comme je vous l'ai dit, super rapide, puisque c'est la 3e marque à déployer Pie depuis le lancement d'Android Pie. Après le Essential Phone, qui est pour l'instant indétrônable, au-delà des Google Pixel, hein, je parle, puisque ça a été le lendemain, je crois. Il y a eu OnePlus il y a quelques jours ou quelques semaines maintenant. Et maintenant, on a droit au Nokia. Donc c'est vraiment parmi les plus rapides et c'est quand même très très fort de leur part, il faut l'avouer. C'est un smartphone en tout cas qui ne m'a pas laissé indifférent et on va le voir tout de suite dans le test. Un smartphone qui, pour le coup, je trouve très réussi et je vais vous expliquer pourquoi. Mais clairement, pour 320 €, vous allez en avoir pour votre argent. Et pour ceux qui se posent la question de savoir ce que vaut Nokia sur Android, je pense que vous allez être rassurés après ce test. Au niveau du design, on est sur un design qui est à la fois assez basique et à la fois j'ai l'impression de reconnaître des codes de Nokia. Alors je ne suis pas le mec qui est à la base très Nokia, mais j'ai l'impression de reconnaître des codes de Nokia du peu que je connais, là, Nokia, le N95, ce genre de choses. Ça me fait vraiment penser en tout cas au N95 dans l'idée. Alors déjà il y a une première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a écrit Nokia sur le côté de l'appareil, en haut à droite, en façade, et c'est l'une des rares marques qui aujourd'hui met son nom à l'avant en fait. À part Samsung, je ne sais pas qui aujourd'hui le fait. Vous appelez l'appareil photo, vous avez le haut-parleur bien sûr pour les appels, vous avez les capteurs de proximité et luminosité qui sont ici, et vous avez l'écran de 6 pouces. Donc l'écran de 6 pouces sans encoche. Effectivement, pour le coup, c'était pas prévu. Apparemment, le Nokia 7.1 va l'avoir d'après les derniers leaks. Donc ça va être la chose à voir. On peut voir quelque chose de très discret, mais on peut voir un liseré tout autour de l'écran. Un liseré, pour le coup, une espèce de champagne rosé en termes de... J'ai même pas le nom, mais c'est un or rosé, un petit peu au niveau de la couleur, que j'apprécie beaucoup. Et en fait, on a un liseré tout autour de l'écran. Après, on a notre bordure un petit peu épaisse autour. La tranche est assez épaisse, comme vous pouvez voir.
On peut le voir hop, ici, on peut voir que la bordure est vraiment épaisse. Alors, on peut se dire que bah, ça prend pour le coup de la place, parce que si on ajoute à l'écran, ça va nous faire... alors, on va essayer de... Hop. On peut voir que ça nous fait un bord quand même assez épais si on cumule le bord de l'écran et la tranche. C'est un petit peu le souci. Mais néanmoins, ça donne un côté assez résistant. On a ce côté épais, en fait. D'ailleurs, donc, justement, on est sur une tranche. Alors, en fait... En gros, on a une première tranche ici avec cette espèce de tranche métallique. En gros, il y a juste cette partie-là est en métal et le reste est en polycarbonate, en plastique. Et en fait, donc cette tranche, alors si on commence par la droite, on a le bouton Power et le bouton Volume. Ensuite, en dessous, on a le haut-parleur, l'USB-C et micro principal avec les deux antennes. Du côté gauche, on a le port Dual SIM ou SIM plus port SD. Et oui, il y en a encore un en 2018 sur les milieux de gamme. Au-dessus, vous avez un jack. Oui, ils ont gardé le jack. Et on peut même voir qu'il y a une antenne ici. En fait, elle est très discrète. Elle est très discrète, mais on peut voir en fait le petit truc blanc que vous voyez juste en dessous du jack. En fait, c'est une antenne qui est cachée en fait par ce liseré noir. Donc c'est assez marrant, mais on peut la voir. Ensuite, au dos, nous avons le double capteur photo avec écrit Zeiss. Zeiss qui revient bien évidemment chez Nokia, donc ça c'est une bonne chose, et de la qualité, et ça on y reviendra. Double flash LED, le lecteur d'empreintes et écrit Nokia, tout simplement, et sur le côté. Avec la mention Android One qui est bien présente, qui va être importante justement pour la surcouche. Donc un design qui, alors en soi, n'est pas extrêmement bien optimisé en termes de surface, qu'on soit bien d'accord. Tout est un petit peu épais, notamment, comme je l'ai dit, les bords. Il est aussi un peu lourd. C'est aussi une chose qu'on remarque. Mais par contre, il y a dans les matériaux, on sent que c'est vraiment de la qualité qui a été utilisée. Parce que on sent vraiment que les matériaux sont vraiment de très bonne qualité, sont vraiment denses. Le plastique, on le sent vraiment dense et d'un tout autre niveau que ce que propose Pocophone avec le Pocophone F1. Donc ça, c'est quand même une chose déjà qui est déjà appréciée et appréciable. On a cette cassure du côté noir avec cette tranche métallique aussi, et ça fait son effet. D'ailleurs, ce côté où tout est un peu arrondi, sauf cette tranche qui vient casser et vient donner un côté un peu plus plat, hop, un peu plus plat, et bien aussi pareil, ça fait son effet, et ça me rappelle vraiment le Nokia N95 en termes de design. C'est tout con, ça passe par pas grand chose, mais ça fait son effet. Donc, ce qui fait que je trouve que le design est vraiment réussi. Il y a vraiment quelque chose de très Nokia, tout simplement. C'est-à-dire que ce téléphone, ça passe par des détails, mais il a une identité forte. Il a une identité vraiment forte, et tout en ayant un design qui est au final assez commun, parce que le double capteur photo au-dessus du lecteur d'empreinte, le flash à côté, Nokia qui est dans la symétrie, c'est totalement basique, sauf que on a le liseré ici, on a le liseré autour de l'appareil photo, on a un côté un peu incurvé, et le liseré autour de l'appareil photo est assez présent. On a toujours la même couleur qui est mise en avant, et elle est très visible, que ce soit le petit liseré qui reste en soi assez présent, même au niveau des boutons ça ressort pas mal comme vous pouvez voir. Si je le mets sur un fond noir, on peut voir que ça ressort pas mal. Le liseré sur le côté, cette cassure en fait, au niveau de la prise en main, on ressent cette cassure en fait. Et je sais pas si c'est fait exprès ou non, mais j'ai vraiment cette impression là. Donc sans que ce soit tranchant, on a ce côté plat autour du côté arrondi, ce qui... J'ai vraiment l'impression que ça fait partie du design en fait. Ça a l'air con, mais il y a vraiment cette idée là. Donc pour moi c'est un... Au niveau du design, on le sent, on le voit que c'est du Nokia. On le reconnaît, et ça je trouve que c'est déjà une bonne chose en fait. En fait, j'ai jamais eu beaucoup de Nokia, j'ai même pas eu de Nokia dans ma vie, je les connais surtout de vue. Beaucoup entend parler de Nokia N8 et N95, et sans les avoir eu, juste les avoir vus, etc., je reconnais les lignes, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, j'ai l'impression de reconnaître les codes Nokia, les bons vieux codes Nokia. Les Nokia d'avant Windows Phone en fait. Ça a l'air tout bête, mais on a vraiment ça. Et je trouve qu'on a même, il y a vraiment une recherche dans le design qui est à la fois discrète et à la fois visible en fait. Donc ça c'est bizarre. Mais un design que j'apprécie tout particulièrement, avec le principal désavantage,
pour le coup d'être un peu plus encombrant et un peu lourd. Au niveau de la surcouche, donc là on est sur du Android One. Alors actuellement je suis sur Android 8.1.0. Il faut savoir qu'actuellement la version 9 Android est en cours de déploiement pour le Nokia 7 Plus. C'est le troisième appareil à le recevoir, la troisième marque à faire le déploiement. Donc ce qui fait qu'il fait partie des très bons de ce point de vue-là. Et pour l'instant, malheureusement, je ne l'ai pas, mais à savoir que le Nokia 7 Plus fait partie des très bons élèves de ce point de vue-là. Ce qui fait qu'il va être essentiellement basé, et on va faire très rapidement parce qu'elle ne sera pas à jour de toute façon au moment où vous allez l'acheter, mais on va faire très très simple. Au niveau des applications, on aura droit à du Android stock, donc on va avoir Agenda, l'appareil photo, ça va être ça la chose intéressante, mais on en parlera dans la partie photo. Calculatrice, vous aurez droit au contact, Google Duo, bien sûr, vous aurez droit à tout ce qui est de Google, Google Drive. Ensuite, nous avons fichiers. Donc tout simplement pour voilà, pour gérer les fichiers. Fond d'écran, alors ça c'est possible que ce soit moi qui l'ai téléchargé, mais c'est un truc de chez Google. L'horloge, vous avez Mac bien évidemment, Android Message, Google Keep. D'ailleurs ça s'appelle Note Keeps maintenant, d'accord. Play Film, Play Jeux, Play Musique. Il y a très peu de choses, hein. On a ici le support Nokia Mobile Care. Donc tout simplement le mode d'emploi et vous avez même un chat pour adresse email pays pour tout simplement si vous avez besoin d'aide sur un problème. Donc la petite chose sympathique, téléphone Google Traduction, c'est possible que ce soit moi mais ça reste très léger. L'appareil photo, en fait, c'est surtout ça sur Android One qui est laissé auprès de la partie tout simplement auprès des constructeurs. La seule chose qu'ils ont le droit de retoucher, eh bien, c'est la partie photo. Donc, ce qui fait que c'est plutôt pas mal du côté de Nokia, on en reparlera. Mais en gros, sachez que vous aurez un mode bokeh, vous allez avoir la possibilité de lancer des lives, vous avez plein de petites choses, le mode pro, bref, une application caméra qui est très sympa et surtout très complète. Mais comme je dis, on en reparlera sur la partie photo. Clairement, pour la partie, tout simplement la partie OS, il n'y a pas grand chose à dire. Ça reste très complet. Ça reste très complet. C'est du Android stock, donc non, c'est pas très complet, mais ça reste tout à fait correct en fait, tout simplement. C'est très fluide. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. On a vraiment une expérience stock et c'est ça qui est bien. C'est bien géré au niveau de la RAM, c'est bien optimisé, j'ai pas eu de bug en soi particulier, ce qui fait que c'est quand même vachement agréable. Donc pour ceux qui sont fans d'Android stock, eh bien sachez que vous serez tout simplement content d'avoir l'expérience utilisateur que propose tout simplement ce Nokia qui remplace un peu Motorola tout simplement de ce point de vue-là, avec ce côté tout simplement très stock d'Android, puisque bien évidemment c'est Android One avec juste l'application photo et ce qui est bien un support Nokia qui est présent dans l'appareil, mode d'emploi et même le chat. Donc il y a même un forum comme vous pouvez voir juste ici. Donc très léger, très fiable, très bien optimisé. C'est mieux optimisé que le Xiaomi Mi A1 pour le coup qui a eu des gros problèmes de ce point de vue là. Faudra voir face au Mi A2, mais je le trouve personnellement plus intéressant, notamment l'application photo qui est bien optimisée et très complète. Au niveau de l'écran, on est sur un écran 6 pouces IPS LCD en Full HD, donc un écran de bonne qualité, vraiment avec des belles couleurs. Alors, on va aller faire une petite chose, désactiver l'adaptativité. Donc au minimum, ça restera quand même assez lumineux. Alors, vous le voyez pas trop, mais je le vois un petit peu. Ça reste un poil trop lumineux. Au maximum, c'est même très lumineux, et ça, c'est une bonne chose. Donc là-dessus, la luminosité est plutôt bonne. On a quelque chose de très simple, on peut avoir donc un mode tout simplement pour faire attention à vos yeux avec la lumière bleue, qui peut être plus ou moins intense, vous pouvez le choisir. C'est à peu près tout. Le seul regret qu'il y a sur cet écran, c'est surtout en fait, alors autant l'écran est bien noir, donc ça c'est plutôt bien, ça permet d'avoir... c'est maintenant, depuis que je regarde en fait les écrans avec encoche, je fais attention au fait qu'ils soient à peu près de la même couleur du châssis. Et là c'est le cas. Le petit souci qu'il va y avoir, c'est surtout au niveau des contrastes. Le contraste du Nokia 7 Plus au niveau de l'écran est pas terrible. Il fait partie de la moyenne basse
Donc ce qui fait que quand la luminosité va commencer à manquer, ça va vraiment se voir que ça manque de contraste. Et on va avoir ce côté gris par rapport au châssis noir qui va ressortir pour la luminosité. Donc c'est surtout ça. Après, à vous de voir, si vous aimez avoir des beaux contrastes, ce sera pas celui-là, mais globalement, l'écran est beau, il est juste, il a de belles couleurs, un contraste correct sans plus, une bonne luminosité. Donc c'est vraiment, en fait, c'est juste le contraste, en fait, qui le pénalise un peu, mais sinon, c'est un bon écran vraiment réussi, et on peut voir que c'est un peu plus limité aussi au niveau des angles de vue, mais ça reste tout à fait correct. Mais voilà, un bel écran, j'ai pas grand-chose à dire de plus, c'est voilà. Juste le contraste qui est manquant, mais vraiment un bel écran, très bien calibré. Pour la partie son. Alors, on va faire tout simplement, on va aller chercher quoi? J'aime bien en ce moment mettre lui. On va mettre en loge. Alors, on va aller un petit peu plus. Alors, on est juste sur un haut-parleur, donc c'est celui-là. Il n'est pas très puissant, c'est son plus gros souci. Donc il est vraiment pas puissant. Là, je sens clairement pas que je suis perturbé par le son. Alors qu'il est très silencieux, il est un petit peu presque 3 heures du matin. Alors je tourne. Donc je ne sais pas, clairement pas de déranger mes voisins. Ça, c'est le plus gros souci. Par contre, la qualité sonore est plutôt bonne. On a quelque chose de clair, on a un petit peu de basse. Ça, c'est plutôt bon. C'est juste que ils sont pas allés trop haut niveau son, je pense, pour éviter la distorsion notamment, et avoir juste un côté plus criard et plus agressif. Pocophone si tu m'entends, mais ça reste tout à fait correct en termes de qualité. Je le trouve même mieux que le Honor 10 où c'était surtout faiblard et c'était pas extraordinaire. Là on a quand même un bon son mais qui manque de puissance. Pour la partie jack, alors maintenant que je commence un petit peu à regarder et j'ai ma petite application sympathique Device Hardware, Info Hardware, eh bien j'ai remarqué une petite chose. Vous avez à l'écran, je sais pas si ça se voit bien, écrit en face à audio TAS 2557. Mais qu'est-ce donc, me direz-vous, et quel est le rapport avec la vidéo, la partie son? Eh bien, il faut savoir que les acteurs, et j'en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent régulièrement sur la vidéo du Oppo R15 Pro et du Zenfone 5Z, les acteurs commencent à utiliser des DAC dédiés dans les smartphones, soit pour amplifier le son en utilisant la puce de base, soit l'utilisant tout simplement comme DAC pour améliorer la qualité sonore. On sent qu'il y a une vraie cassure en fait entre ceux qui passent par de l'USB-C et ceux qui gardent le jack. Ici on est sur une puce audio, alors après je ne saurais pas dire exactement la gamme, une puce audio qui a l'air d'être plus milieu de gamme aussi, qui a l'air d'être moins bien que par exemple ce qu'a le Zenfone 5Z. On est sur une puce Texas Instruments qui va permettre d'améliorer la qualité sonore. Il en résulte un son qui est vraiment bien. J'étais très étonné de la qualité audio, elle est très juste, elle est très neutre, tout en étant plutôt vivante. Donc ça c'est vraiment une excellente chose, on va pouvoir écouter avec tout simplement un bon plaisir. Pour ceux qui sont un peu exigeants au niveau audio, ils vont être ravis. La seule petite chose qu'il y a, c'est qu'il y a un petit peu trop de bruit, un peu trop de souffle, pour ceux qui voient ce que je veux dire, qui peut être un peu trop présent. C'est surtout ça. Mais la puce audio et le réglage qui a été fait par Nokia est vraiment très bon. C'est pour ça que j'ai aussi envie de tester le Nokia 8 pour voir la qualité audio à l'intérieur et voir quelle puce il est utilisé. Apparemment, c'est la même que celle du Zenfone 5Z. Donc, ce qui fait que c'est très appréciable, très agréable et ça va permettre, pour ceux qui ont des casques un petit peu gourmands, un petit peu plus gourmands on va dire, et surtout qui ont un peu plus d'exigence que la moyenne, par exemple, qui ne pourrait pas du tout se contenter du mauvais réglage du Pocophone F1 en termes de jack et qui veulent un bon réglage, eh bien le Nokia 7 Plus fait partie des vraiment bons élèves avec une très bonne sortie son, bien détaillée, plutôt performante, plutôt neutre et au-dessus de la moyenne, clairement. Surtout à 300 €, c'est clairement au-dessus de la moyenne. Au niveau de la photo, donc là on est sur un double capteur photo à l'avant, donc c'est du 12 et 13 mégapixels, le 12 mégapixels en principal et le 13 en secondaire qui est un x2. Le premier ouvre en ouverture 1.75 et le deuxième en ouverture 2.6. Donc, ce qui fait que, au niveau de l'application photo, pour commencer, on a droit à une application qui est assez complète et qui est assez agréable. Déjà, comme vous pouvez voir, l'une des choses qui est mise en avant sur les Nokia, c'est justement cette possibilité, en fait, d'avoir soit, donc bien évidemment, juste le capteur à l'avant, soit en double, donc séparé avec ce côté en plus de ça maintenant 18/9, qui permet d'avoir en 1/1
pour chaque partie, ou alors vous avez la possibilité de mettre en petit, donc ce qui est pratique par exemple pour faire des vidéos, enfin pour avoir le point de vue en même temps qu'on fait des vlogs, en fait ça peut être sympathique. Vous avez aussi la possibilité, on le montrera après en vidéo, de faire des lives. On a bien sûr tout plein d'effets, Touch-Up par exemple, qui va permettre d'améliorer un petit peu. Vous avez le côté où en fait en gros on va pouvoir ajouter des petits effets pour la caméra avant, voilà tout simplement. Donc on a ça, on a des masques. Donc là c'est un peu à la manière d'Apple. Et bon, après c'est basique. Forcément là il voit pas trop que j'ouvre la bouche. Ou alors il faut que je fasse des grands mouvements de bouche hein, pour faire croire. Et il y a aussi la possibilité alors d'améliorer l'éclairage en gros. C'est un peu ça. C'est le côté un peu Apple. Bon c'est pas très utile pour cette partie là. Et alors après on a un petit truc power. Bon. Bref, on a ça. On a aussi la possibilité de faire le système de mouvement, donc en gros une photo dynamique avec les dernières secondes enregistrées. Vous avez le retardateur, le flash bien évidemment. Ensuite, vous avez le mode pro, qu'on peut alors soit on appuie sur le mode pro, soit on fait juste vers le haut pour l'activer. Et donc là, vous allez pouvoir gérer en fait la température, les ISO, jusqu'à, normalement c'est 3000, jusqu'à 1600 ISO. Vous avez... Donc le temps d'ouverture qui peut aller, alors là je pouvais aller à plus, et là je peux aller qu'à une demi-seconde, hier je pouvais faire plus, alors après est-ce qu'il y a des choses particulières? Bon néanmoins c'est ce qui est possible. On a le mode bokeh qui est présent aussi, mode bokeh, alors ah oui c'est parce que je suis à l'avant, on a le mode bokeh qui va permettre tout simplement de faire du bokeh, et qui en fait va être lié au second capteur. La vidéo, ça peut être du 4K, du 1080 fps. Alors, on a un mode audio Ozo, mais je ne sais pas comment il s'active, puisque tout simplement, quand je le lance, il me met désactivé. Audio Ozo est désactivé, mais je ne sais pas pourquoi il est désactivé. On peut choisir aussi comment on va être géré le son, frontal, cadre, donc dans l'ensemble du son, ou l'arrière. Donc, ce qui fait que c'est pratique selon ce que vous voulez et selon comment vous voulez que ce soit clair, soit donc basique, soit de tous les côtés. Vous avez aussi la possibilité de séparer et d'avoir les deux parties. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut plaire pour ceux qui connaissent la chaîne de Mathieu de Rester Connecté, le tête-à-test qu'il a fait. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'en a pas fait et qu'il y a cette possibilité. Vous avez même la possibilité de faire des lives sur YouTube ou Facebook. Donc ça, c'est aussi la chose assez sympathique pour ceux qui aiment bien faire des lives. Vous avez les ralentis et le mode accéléré, donc vous connaissez le mode accéléré tout simplement. Le mode ralenti qui d'ailleurs lui, alors je sais plus, normalement devrait avoir la résolution, non on n'a pas la résolution, mais ça doit être du, alors on va tester, hop, voilà, on va voir tout de suite ce qu'il nous dit. On est sur du 920p, 1920p, donc du Full HD. Donc ça doit être du 120 fps. Alors hop, on va tester, regarder les dernières secondes. On est sur du 120 fps. Donc quelque chose de basique, d'assez classique. Pas très rapide en soi, mais plutôt bien pour le prix. À l'avant, je sais même plus ce qu'on a à l'avant, capteur photo, pour terminer. Il faut l'avouer, je n'ai pas regardé, mais on peut être qu'en Full HD. Par contre, à l'avant en termes de vidéo, hop, ici, bon, il y a beaucoup forcément. Hop, on est sur du 16 mégapixels. Donc plutôt correct. Alors, on va parler maintenant des photos et de ce que ça vaut réellement sur le terrain. Bon, il faut savoir que les deux capteurs, on est sur deux capteurs Samsung, les S5K2 L7 et L8, qui gèrent pour la plupart des photos. Il faut savoir que le deuxième capteur, donc qui permet le zoom x2, on est en ouverture 2.6. Donc il faut être dans de très bonnes conditions, sinon c'est le capteur principal qui va servir pour tout ce qui est zoom en fait. Ce qui fait qu'on peut le voir tout simplement avec Google Photos. Ici on est bien sur l'ouverture 2.6, donc ce qui fait qu'on peut voir une différence. Alors après on reparlera d'ailleurs de la différence entre les deux capteurs. Ce qui fait qu'on est sur des photos qui sont pas mal, qui sont plutôt bien détaillées, avec une bonne gestion, un bon lissage très correct. Donc là-dessus c'est plutôt bien et c'est bien détaillé. Sur le zoom va apporter vraiment quelque chose. Alors là pour le coup il avait un peu plus de mal, il a dû faire une position quelque chose d'un petit peu lent, en 1/33e de seconde, j'ai dû faire ça un petit peu
un petit peu trop à l'arrache. Alors on va aller chercher ailleurs. Voilà, par exemple une petite photo. De toute façon je vous les montre, moi c'est plus pour moi. Mais on est sur quelque chose qui est plutôt bien détaillé et qui pour le coup est plutôt pas mal. Il faut savoir que bon, alors normalement il est à 400 €, mais on peut le trouver à 320 un peu partout. Et pour 320 € il se débrouille très bien. Que ce soit sur la colorimétrie, que ce soit sur le contraste, que ce soit sur les détails qui sont vraiment bien présents. Et pour avoir eu en même temps le Pocophone F1, eh bien je préférais vraiment mieux les photos qu'il arrive à faire. Les photos sont bien meilleures sur ce Nokia 7 Plus qui pourtant a une configuration qui est moins bonne sur le papier. Donc ça c'est la chose à savoir. Ensuite, qu'est-ce qui est... Alors la chose qui est un peu le petit défaut qu'il y a sur ce téléphone, c'est plus en fait le problème de focus. Le focus est parfois capricieux, notamment sur les objets proches, et ce qui fait que sur certaines photos, les premières que j'ai prises, eh bien en fait le truc c'est que le focus se faisait pas très bien. Donc ce qui fait qu'on avait rendu un peu étrange. En fait c'est parce que le focus se fait juste un poil derrière l'objet qu'on veut focus, et ça c'est le truc un petit peu dommage. À voir avec justement tout simplement la mise à jour Android Pie qui devrait pouvoir régler le souci. Mais les photos sont vraiment bonnes et j'ai pas grand chose à dire. Ensuite, pour les photos de nuit, alors que je retrouve quelques photos, ça semblait aussi pas mal. Il faut savoir que globalement, alors avant de passer aux photos de nuit, une dernière petite chose que j'ai remarqué entre deux photos, notamment la photo de ma gare, enfin d'une des gares où je passe, hein, et qui me permet d'avoir de récupérer pas mal de choses entre les couleurs, la gestion des couleurs, la gestion du contraste, des détails. On peut voir donc la grande différence entre les capteurs classiques et le deuxième capteur, le capteur x2. Et on peut voir une différence plutôt importante en termes de détails, positivement, et quand les conditions sont bonnes. Donc ce qui fait que ça c'est plutôt bon. Par contre la grande différence qu'il y a, c'est surtout le traitement de la luminosité générale, j'ai envie de dire la compensation qui fait que en fait il y a une plus grande luminosité de l'image, tout simplement, ça se remarque tout de suite. Et je pense que c'est un traitement qui est fait exprès parce que comme on est en ouverture 2.6, c'est compensé par au post-traitement une image qui est plus claire pour compenser un peu et pouvoir comment dire, jouer un peu sur les ISO en fait par rapport à ça, pour ne pas trop monter et pas perdre trop de détails et ne pas passer trop vite sur le second capteur. Mais ce qui fait qu'il apporte quelque chose, alors au-delà du fait d'avoir une image plus claire qui est vraiment voyante, et ça fait wow, et surtout sur cette image là, c'est vraiment très très visible, rien qu'on regarde le train ou on regarde les toits en fait de protection au niveau des quais de gare, ça se voit énormément, mais bien sûr la végétation aussi derrière. Et par contre, on peut voir qu'au niveau de l'antenne qui est tout au fond, on peut voir beaucoup plus de choses en fait. On peut voir plus nettement les petits satellites, l'antenne aussi plus précisément, alors que pour la première photo, on les devine, mais on voit pas forcément très très bien. Donc ce qui fait que sur la photo, voilà, il y avait ça pour les photos de nuit. Alors les photos de nuit, que je les retrouve au passage, on est sur un capteur qui se défend plutôt bien. Il se défend même pas mal, il est même plutôt fin, et ça on peut aussi... Alors déjà le capteur est plutôt pas mal, mais en plus de ça, l'ouverture 1.75 aide aussi beaucoup. Donc ce qui fait que c'est quand même vachement agréable de pouvoir prendre des photos avec. On est globalement dans la bonne tranche, enfin, par rapport à la gamme, il se défend très bien. Donc ce qui fait que clairement c'est un bon photophone, et même de nuit on arrivera à faire des belles photos par rapport à la concurrence. J'ai pu notamment le comparer au Pocophone, et clairement par rapport au Pocophone, il reste plus détaillé, il y a moins de lissage, le post-traitement est mieux géré, ou en tout cas beaucoup moins agressif, ce qui fait qu'on a des photos plus fines, avec un peu plus de grain en soi, mais avec un lissage qui est beaucoup mieux géré en fait, géré de façon beaucoup plus intelligente. Ce qui fait qu'on va récupérer plus de détails, et ce sera plus homogène aussi de ce point de vue-là. Ce qui fait que globalement c'est un capteur qui est vraiment bien, qui va être au-dessus du Pocophone, encore une fois que au-dessus du Pocophone, un petit peu en dessous du Honor 10, mais le zoom x2 permet d'ajouter ce côté zoom, hein, est vraiment pas mal. Le bokeh aussi est plutôt bon de ce point de vue-là, donc c'est plutôt bon.
On a aussi le capteur à l'avant pour montrer un petit peu. Alors moi je fais assez peu de selfies donc c'est plus compliqué. Et le capteur à l'avant aussi se défend plutôt bien. On a pas mal de détails. Là par contre c'est pour le coup beaucoup moins bien que le Pocophone F1. Mais on a plutôt pas mal de détails. C'est plutôt correct pour le prix. Ça se défend plutôt bien. Mais c'est pas le meilleur très clairement. Dernière chose, on va parler des vidéos, j'en ai fait plusieurs. Au niveau des vidéos, alors on peut monter jusqu'en 4K, mais ce n'est pas stabilisé par contre. On a des belles couleurs, on a un beau contraste, ça c'est la chose assez positive, mais par contre ce n'est pas du tout stabilisé. Donc ce qui fait que pour ceux qui veulent de la vidéo stabilisée, ce ne sera pas avec Nokia, c'est un petit peu dommage. On a aussi, comme je l'ai dit juste avant, le mode audio Ozo qui se désactive à chaque fois que j'en lance un. Donc ce qui fait que je ne sais pas du tout quoi en penser. Je ne sais pas si à la base c'est censé être le cas et qu'ils l'ont désactivé pour diverses raisons ou s'il y a eu quelque chose en particulier. Mais c'est un peu dommage de ce point de vue-là. Au niveau de l'autonomie, donc on est sur une batterie de 3800 mAh, un écran Full HD IPS 18/9 et un Snapdragon 660. C'est compatible Quick Charge 3.0, donc ça c'est la bonne chose. Et l'autre bonne chose, c'est son autonomie. Une autonomie qui est juste énorme. Alors d'une part parce que le Snapdragon 660 en termes d'économie d'énergie, il est vraiment bon. Donc ça c'est déjà une chose importante. Mais en plus de ça, Nokia a fait un bon travail d'optimisation puisque on va faire entre 8 et 10 heures écran allumé. Facile. C'est une des plus grosses autonomies que j'ai eues jusqu'à maintenant sur un smartphone dernièrement, sur les derniers que j'ai eus, ce qui fait que ça en fait vraiment un smartphone qui est très très bon en termes d'autonomie, qui est parmi les très grands et que j'adore tout simplement en termes d'autonomie. Donc ce qui fait que c'est vraiment une bonne chose et que j'apprécie. Donc ce qui fait que ça va être entre 8 et 10 heures, 8 heures plus en 4G avec du jeu réseau social, donc avec les Twitter, etc. qui est synchronisé, Slack, JVC, Telegram, 10 heures avec du Clash Royale, YouTube bien évidemment, du YouTube Studio pour gérer les commentaires, quelques photos. Enfin clairement, faut y aller pour le tuer en une journée. Là pour le coup, même moi pour le coup, je le tue pas aussi facilement. Donc ça c'est une excellente chose de ce point de vue là. Et même un peu plus donc en Wi-Fi, puisque la 4G consomme un peu plus. Donc vraiment bon de ce point de vue là, et ça prouve que Nokia a une bonne optimisation du hardware, avec Android One aussi ça aide puisque c'est extrêmement léger, et derrière il y a juste Nokia qui doit retravailler un petit peu pour optimiser au maximum. Et clairement, chapeau Nokia, c'est de l'excellent boulot du point de vue de l'autonomie. Au niveau des benchmarks, donc on va commencer avec Geekbench 4 qui donc fait un score de 1643 et 5891, ce qui en fait un score plutôt bon. Il va être, c'est bien, on n'a plus aucune comparaison, mais qui va être dans les très bons, dans le sens où en gros on va en termes de puissance pure CPU, on va se comparer au Note 7 par exemple ou au Galaxy S7. Il y avait le Kirin 960 aussi, qui faisait à peu près le même score, ce qui fait que c'est vraiment bien. On est au-dessus d'un Snapdragon 820 et plus équivalent, par exemple, au Snapdragon 835, tout simplement. Donc, ce qui fait que c'est plutôt bien. C'est gravé en 14 nanomètres, donc c'est plutôt pas mal là-dessus. On est sur deux groupes de 4 cœurs. Le tout en 4 Go de RAM, donc on a 4 cœurs haute performance à 2,2 GHz et 4 cœurs plutôt basse consommation à 1,8 GHz. Ça fait partie, en gros, c'est des dérivés du Kirin A73 et Kirin A53 de la part de Qualcomm qui les ont modifiés avec des basses consommations qui sont un peu plus performants et des hautes performances un peu moins performantes. C'est un peu cette idée-là que chez Qualcomm, c'est comme ça que ça tourne un petit peu. Et ce qui fait que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en termes de performance, le simple cœur, donc les cœurs haute performance, sont équivalents au Snapdragon 820. Donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal et c'est plutôt un bon score, même un très bon score, et d'ailleurs il débrouille à mon sens même un peu mieux que le Snapdragon 820 en termes de performance, donc un très bon processeur tout simplement déjà, et c'est le remplaçant du Snapdragon 653 qui était déjà avec du Cortex A72 etc, donc déjà une bonne architecture. Cette fois-ci Qualcomm cette année avec les Snapdragon 636 et 660 qui sont les mêmes, eh bien ils ont utilisé leur propre architecture. Pour la partie performance graphique avec GFX Bench, eh bien on a un score de 853 et 326 minutes, ce qui est un très bon score et va dans la lignée tout simplement de ce que propose, le Snapdragon, les Snapdragon 600 en fait, les derniers Snapdragon. On peut voir que ça commence à 865 et ça perd
même si on voit que ça dégringole beaucoup à l'écran, en fait ça perd très peu, ça perd 7 frames et ça se stabilise à 856, en gros il perd 10 frames, mais donc ce qui fait que c'est rien du tout, et il se stabilise aux alentours des 850 frames, donc c'est un très bon score. On est très loin de ce que peut faire, notamment si on compare de ce que peuvent faire les processeurs haut de gamme. Si on compare ici, hop, Manhattan 3.1, on peut voir que par exemple, voilà, on va aller chercher le 845, on a on a personne. Le View 10 est à 2204 frames, on n'a rien en 845 ici, c'est assez étonnant. 835, on a le Pixel 2 qui a 1882, le Mi 6, mais c'est assez bizarre, Mi 8. Est-ce qu'on a le... Maintenant, on n'a même pas, on n'a aucun 845. Qui fait que le 845, lui, il est vraiment haut, il peut aller dans les 3000 frames. Donc là, 800, forcément, c'est beaucoup moins. On se compare, par exemple, au Galaxy S8 Plus avec le Snapdragon 8895. Le Note 8, évidemment, avec la même chose. Le U11 Plus avec l'écran 2K et un Snapdragon 835. Le Mi Note 3, forcément, il a le même processeur, le Snapdragon 660, qu'on a très peu vu le Mi Note 3. Zenfone Air avec le Snapdragon 820, mais en 2K. On peut voir Nokia 9, qui est présent ici. Il n'est pas censé être sorti, lui. Le Razer Phone, qui a 1019, donc vous pouvez voir, c'est vraiment bon de ce point de vue-là. Ce qui fait que, alors Razer Phone aussi en écran 2K, donc ce qui fait qu'on peut résumer par, c'est tout simplement un smartphone très performant qui va permettre soit d'être aussi performant que les Snapdragon 835 avec des écrans 2K, soit bien sûr tout ce qui est Snapdragon 660 tout simplement. Ce qui fait que c'est plutôt bon et en fait dans les jeux on ne verra pas vraiment de différence. Les performances sont vraiment bonnes du côté de Qualcomm. La puce graphique permettra de faire tourner tous les jeux sans problème, même par exemple PUBG qu'on va voir juste après, et avec de bonnes performances. Donc ça c'est plutôt bien, une bonne fluidité. Donc pour ceux qui veulent un mélange, parce que le côté très sympathique surtout de ce processeur, c'est l'autonomie. Qui veulent quelque chose de performant mais qui reste vraiment très autonome, parce que les puces haut de gamme ont tendance à plus consommer parce qu'il y a beaucoup plus de performance derrière. Ce qu'il y a de bien avec les Snapdragon 600 et 650, maintenant 660, c'est que l'autonomie est bien meilleure. On peut le voir, alors là on est à 326 minutes, ce qui correspond à 5 heures, 5 heures et demie d'écran allumé en plein jeu et une performance au maximum. Donc ce qui fait que c'est très bien, on va être aussi bien qu'un Zenfone 3, qui était avec un Snapdragon 625, donc pour moi c'est vraiment le remplaçant philosophiquement, c'est-à-dire des bonnes performances tout en ayant une excellente autonomie et surtout en jeu, et ça c'est la bonne chose, c'est ce qu'on avait et ce qui était vachement bien avec le 625, mais là ce qui est bien c'est on a ça avec le Snapdragon 660, mais en plus de ça avec des performances bien meilleures, mais vraiment vraiment meilleures. On peut voir après on a le Mi Max Nokia 3 qui est pas performant, Huawei Nova E4, qu'est-ce qu'il y a de performant là-dedans? Après ça commence à être du très basse consommation, on va descendre un petit peu. Meizu 3, Tab S3, donc des Galaxy Tab forcément. Mi 5S Plus qui avait une batterie de 3500 ou 3700 mAh si je dis pas de bêtises, donc une grosse batterie aussi. Mi 5S Plus d'ailleurs c'est assez étonnant, donc il doit être plutôt bridé. Umi Plus, Vernet Mars Pro avec des Helio P25, donc équivalent Snapdragon 625, et des batteries de 3500 mAh. Le Cizik qui est beaucoup moins performant. Zenfone 4 avec un Snapdragon 630 et qui fait moins bien, alors il avait une moins grosse batterie aussi. Bref, en tout cas en termes de performance et surtout d'autonomie, il sera vraiment bon, et ça va être la bonne chose pour les gamers qui veulent le bon compromis. On va se faire une belle session de jeu sur, comme vous pouvez le voir, PUBG. Un petit peu plus de luminosité pour que vous voyez bien. Voilà. Et donc on va sauter, allez, hop. Donc, ce qui fait que là, on est sur un PUBG, on va voir les paramètres. Alors hop, il va le faire de façon automatiquement. Les graphismes, on est à... Ah bah il m'a mis en équilibré ce connard. On peut pas mettre en HD parce que l'appareil n'est pas en HDR, mais on peut mettre en HD. Donc, HD et fréquence d'image élevée. Donc là, comme vous pouvez voir, je vais atterrir dans le trou du cul du monde. Donc ce qui fait qu'on n'est pas en HDR, mais il faut dire que l'écran, lui, n'est pas HDR. Donc c'est aussi ça à prendre en compte. Donc ce qui fait que c'est normal qu'il ne le propose pas.
Et pour autant, on peut voir que ça le gère plutôt bien, c'est plutôt fluide. Là, c'est plus les mouvements qui fait que c'est pas très fluide. Là, on est sur la transition de graphisme. Alors, hop, voilà, on va aller chercher les armes. Bon, il y a quand même quelques à-coups, c'est sûr, c'est forcément pas aussi fluide, et c'est normal aussi que ce ne soit pas aussi fluide que ce que propose un processeur haut de gamme, mais néanmoins il se défend très très bien. On a très peu de... ça peut arriver de temps en temps, mais ça reste assez rare. Donc, alors, partons en balade. Parce qu'en plus de ça, j'avais testé justement... Oh, oh, les tirs sont juste à côté. Juste... Ça, c'est très très con comme mort. C'est très très con. Hop, on va les servir un peu. En plus, ils avaient un petit peu d'armes et tout. Ouais. Hop. Il y a quoi à récupérer dans celui-là? Le vecteur, je l'ai déjà. Hop. Donc, vous voyez, ça commence bien. En plus de ça, je pensais qu'il n'y aurait personne dans ce coin-là. Et comme quoi... Comme quoi, parfois, il faut s'aventurer dans des endroits un peu de merde pour rencontrer des gens. Donc, ça permet de voir un petit combat. Et on peut voir que ça s'est très bien passé. On peut voir que c'est vraiment fluide, et comme on est en HD, alors pas en HDR certes, ça reste correct. On peut voir qu'on a des petits à-coups, je pense que c'est le chargement de la map plus qui impacte, mais sinon, vous pouvez voir que c'est totalement fluide. Et donc, la seule chose qui nous manque, en fait, c'est le HDR, et on le voit. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, forcément, vous ne le voyez pas, mais moi qui ai eu l'habitude des HDR, et c'est vrai que, pour le coup, quand on est dans l'ombre, c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup. Mais sinon, au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Le HDR est un vrai plus, mais pas indispensable. C'est un plus sympathique, mais clairement, on est déjà sur une bonne qualité et on n'a pas besoin d'un 845 pour faire tourner PUBG. Pour Fortnite, par contre, je ne sais pas pour l'instant, je crois que ce n'est pas possible, mais on peut le voir, il se défend bien en termes de performance. Et en plus de ça, au niveau de la chaleur, comme on est sur quelque chose d'épais et très dense au niveau du plastique au dos, c'est juste tiède là. C'est à peine tiède, au niveau de l'appareil photo surtout. Donc ce qui fait qu'en plus de ça, vous n'allez pas vous brûler les doigts comme les smartphones haut de gamme. Alors que peut-on conclure de ce smartphone, de ce Nokia 7 Plus? Eh bien, on est sur un smartphone qui est très intéressant. Alors oui, en face, on a le Pocophone qui, lui, a l'excellent Snapdragon 845. Néanmoins, je trouve ce Nokia 7 Plus beaucoup plus intéressant. Pourquoi? De 1, il a Android One. Ça a l'air tout con, mais pour ceux qui veulent du suivi, c'est quand même très pratique. C'est quand même mieux, surtout pour les pages de sécurité. Ceux qui sont vraiment à fond là-dessus vont quand même apprécier. Il y a aussi l'expérience légère, l'expérience quasi pixel, qui aussi va donner ce côté plus, et en termes d'optimisation, c'est quand même beaucoup mieux par exemple. Alors même si MIUI est très bien optimisé, il est aussi beaucoup plus gros. Donc c'est ce qui fait que c'est léger, c'est simple et c'est efficace. Après qu'on aime ou non pas, ça c'est autre chose. Malheureusement, j'ai pas pu le faire, le test avec Android Pie. Je l'ai tout juste mis sur mon ZUG, donc je le découvre. Mais ça a l'air d'être quand même bien meilleur. Et des retours que j'en ai, ça a l'air bien meilleur. Et Nokia a l'air de faire du très bon travail de ce point de vue-là, donc il n'y a pas de raison. L'autre chose, c'est du Nokia. Alors certes, je découvre Nokia un an après, la seconde génération. Mais néanmoins, ce Nokia montre que déjà c'est ce qu'on attendait d'eux tout simplement. Alors, en tout cas avec ce modèle là, ça me fait très clairement penser au Nokia qu'on a toujours voulu sur Android, même si moi j'étais pas le mec le plus Nokia fan entre guillemets, mais il est clair que on voulait que, beaucoup de gens voulaient de Nokia sur Android parce que c'était quelque chose toujours de très reconnu, et il nous montre très bien, pour moi en tout cas avec ce modèle, et j'espère avec le prochain que je pourrai tester, que Nokia restait Nokia, et ce n'est pas juste HMD qui a créé la marque Nokia qui s'en sert pour faire de la merde. Il y a clairement un standing qui est resté, c'est-à-dire il y a vraiment une exigence du côté de la marque, une exigence sur l'identité visuelle, en tout cas pour ce modèle-là, encore une fois.
une exigence sur la qualité des matériaux et sur l'optimisation qui en sort. Déjà, le fait d'avoir Android Pie aussi rapidement montre le sérieux de Nokia, montre aussi le sérieux sur toute la gamme, puisque c'est ce qu'ils veulent faire, sur ce qu'ils se sont engagés. Y a vraiment une qualité de matériaux, on sent vraiment que pour 300 €, alors c'est à peu près, c'est normalement, comme je vous dis, c'est à Bouygues où je le trouve à ce prix, donc c'est pour ça que je mettrai ça, même si vous avez lu Amazon, vous prenez sur Bouygues et vous serez heureux. Mais pour 320 €, très clairement, on a une qualité de produit qui est vraiment excellent et on le sent très résistant. Vraiment, on a cette sensation que, alors, on a cette sensation qu'il est un peu lourd, mais aussi qu'au toucher, on n'a pas l'impression que c'est juste du bête plastique comme le Pocophone où c'est le plastique, avoir le même plastique que le Redmi Note 2, ça n'intéresse pas en fait. Et avoir ce plastique-là, bah, pour le coup, ça lui donne un côté beaucoup plus résistant aux chutes et beaucoup plus résistant dans le temps. Et surtout au niveau du traitement, ça a l'air aussi plus résistant. Donc, ce qui fait que c'est quand même, ça met beaucoup plus en confiance en fait. Bon après, vous connaissez mon avis aussi, pour ceux qui ont vu le live, du plastique. C'est pas forcément une bonne idée non plus. Néanmoins, en termes d'usure, ce sera bien. En termes d'écologie, c'est de la grosse merde. Mais ça, c'est encore un autre débat. Que dire de plus sinon? Bah, après, la photo est très bien gérée. La photo est même, m'a même plutôt surpris en fait. Je me l'attendais alors que les premiers modèles qui étaient sortis, notamment par exemple le Nokia 8, on était très loin de ce qui se faisait par rapport au prix. C'est-à-dire que c'était vraiment de ça, c'était pas maîtrisé. Sur ce Nokia 7 Plus, c'est bien mieux maîtrisé, en tout cas avec des capteurs Samsung qui sont déjà de bonne qualité, qui sont liés à la gamme en question. Donc c'est des capteurs Samsung de milieu de gamme qu'on a vu sur d'autres modèles. Mais là, il y a clairement une bonne qualité derrière, une bonne gestion logicielle de ces capteurs, que ce soit pour la gestion entre le zoom x1 et zoom x2 selon les conditions, que ce soit les couleurs, que ce soit le contraste, même surtout le détail, et ce qui fait qu'on a un meilleur rendu que ce que propose le Pocophone F1, qui a un bien meilleur capteur en principal. Mais quand je dis bien meilleur, c'est qu'on est vraiment sur le haut de gamme, et pourtant bah, la qualité est inférieure, car le lissage est beaucoup trop prononcé, et il n'y a aucun détail. Là pour le coup, c'est mieux maîtrisé, c'est plus agréable, et c'est plus sympathique, surtout que l'application photo, qui est l'une des seules choses que Nokia peut intégrer à une ROM Android One, c'est la partie photo, c'est là en fait où en fait le constructeur peut mettre son identité, et on a aussi le petit système pour justement chatter, le mode emploi, chatter ou aller sur les forums par rapport au Nokia. Donc si jamais vous avez un problème ou vous avez besoin d'infos, eh bien vous avez tout ici. Ce qui fait que en fait, pour moi, il y a deux petits défauts sur ce téléphone, parce que là pour l'instant je vous dis beaucoup de positifs. Ça fait bizarre hein, parce que ça fait quelques temps que j'avais pas été aussi positif sur un téléphone. Hey Trinkert, est-ce que tu passais par moi? Bref, mais pour revenir vraiment, ce téléphone est vraiment un téléphone que j'ai vraiment apprécié parce que globalement il est vraiment bien équilibré. Ses deux seuls soucis, c'est l'écran qui manque de contraste. Alors ça se voit pas par exemple ici parce qu'il est faiblement éclairé, en tout cas je sais pas comment ils ont fait, mais clairement quand on est dans des faibles conditions de luminosité, on voit clairement que ça manque de contraste et qu'on est sur un écran IPS, ce qui est tout à fait normal. Mais il reste moins contrasté par exemple que d'autres smartphones qui gèrent mieux, et notamment le Pocophone F1 qui est très bien géré de ce point de vue là. L'autre chose il y avait ça, il y a l'encombrement aussi, c'est un écran de 6 pouces, alors il n'y a pas d'encoche, ça c'est autre chose, mais personnellement je préfère en termes de design, je trouve ça beaucoup plus joli, mais c'est surtout qu'il est un petit peu encombrant, dans le sens où il fait vraiment en fait le pourtour, la tranche en fait est vraiment épaisse. Elle est épaisse, elle dépasse beaucoup en fait, ce qui fait que ça double en fait l'épaisseur de ce qu'on appelle le bezel en fait, enfin de la bordure, et ce qui fait que ça le rend vraiment imposant. En plus de ça, il est un petit peu lourd. Donc ça fait en fait, d'un côté ça fait le côté solide, et de l'autre côté ça le fait un peu plus imposant qu'un smartphone qui serait optimisé pour du 6 pouces. Donc c'est les deux petites choses, mais clairement pour tout le reste en fait, vous voulez un smartphone qui soit solide, suivi, équilibré, avec une bonne sortie son, parce qu'il faut le rappeler quand même, la sortie jack est vraiment bonne. En plus de ça, un bon appareil photo qui en plus de ça un zoom qui est utile et qui se gère bien mieux qu'un Mi 8. Bon, même si on n'est pas sur la même gamme de prix ou même gamme de téléphone, mais globalement c'est un smartphone que j'ai réellement apprécié. Il a son identité, il est très bien conçu, il est très bien pensé, il est bien optimisé, il est bien suivi. Foncez. Tout simplement, vous voulez un smartphone milieu de gamme qui est tout pour lui, bah clairement ce sera ce Nokia 7 Plus, et de très loin. Et même si j'ai beau aimer beaucoup Honor qui fait des bons milieux de gamme, il faut avouer que Nokia a fait un très très bon milieu de gamme
très bonne qualité, que je trouve très appréciable, et qui en plus de ça a droit à son identité, quelque chose qui commence à disparaître pour beaucoup de constructeurs Android. Donc ça va être, c'est la petite chose. Il faut savoir que le Nokia 7.1, alors Nokia 7.1 Plus aussi qui va arriver, va avoir une encoche. Merde. Mais on sait déjà, à mon avis, les changements seront assez mineurs, mais clairement, je pense que si vous voulez avec encoche, eh bien, vous pourrez foncer. C'est clairement de la bonne cam chez Nokia, je vous l'approuve totalement. C'est un smartphone que j'aimerais bien garder, mais je pense pas que je pourrais le garder. Normalement, non. À voir, peut-être que le prochain, je pourrais le garder. Mais clairement, oui, c'est un smartphone que je recommande vivement pour ceux qui veulent un milieu de gamme qui soit solide et qui soit vraiment très bon. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoïd.